Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un poème qui s'intitule Le Corbeau. Il s'agit d'un poème écrit par Edgar Allan Poe et qui est paru en 1845. Nous sommes en décembre, il est minuit. Le narrateur lit un livre. En faisant cela, il espère enlever de sa tristesse pour Lénore, une femme qu'il a connue et qui est morte. Mais c'est peine perdue. Il entend un frappement. Il pense que celui-ci provient de la porte. Quand il ouvre la porte, il trouve personne. Il appelle Lénore, mais seul son écho lui répond. Quand il rentre dans sa chambre, il entend de nouveau un coup. Le bruit provient de la fenêtre. L'auteur pense que c'est le vent. Il regarde tout de même. Quand il ouvre le volet, un corbeau entre. Il s'installe sur un buste d'Athéna qui se situe au-dessus de la porte de sa chambre. Le narrateur demande à l'oiseau comment il s'appelle. Le corbeau lui répond jamais plus. Et il ajoute rien d'autre. Le narrateur trouve que cette réponse n'a pas de sens, mais il est émerveillé par le fait que cet oiseau sache parler et par la situation incongrue. Quand le narrateur pense tout haut que le corbeau va le quitter le matin suivant comme cela a été le cas de ses amis, l'oiseau lui redit jamais plus. Le narrateur pense que le maître de cet oiseau ne lui a appris que ces deux mots. Le narrateur s'assoit et il réfléchit à ce que ce jamais plus signifie. Il pense à Lénore, et il pense que jamais plus cette femme s'assiera sur cette chaise. Il sent un changement d'atmosphère, et il pense que les séraphins sont dans sa chambre. Quand le narrateur dit ou demande à l'oiseau s'il lui a apporté du népenthès, qui est un breuvage mythologique qui permet d'oublier, ou alors un baume de Judée, l'oiseau lui répond jamais plus. Il demande au corbeau s'il reverra Lénore au paradis. L'oiseau lui répond jamais plus. Le narrateur ordonne à l'oiseau de partir, mais le corbeau reste et redit jamais plus. Le corbeau projette une ombre sur le sol et le narrateur pense qu'il ne pourra plus s'élever hors de cette ombre. Le narrateur commence par donner l'heure, c'est la première indication de temps. Il est minuit. Ce qui n'est déjà pas très rassurant, mais en plus ce minuit est lugubre. Rien qu'avec ces deux mots, nous pouvons déjà nous douter que le reste du poème sera noir. Le narrateur n'est pas dans sa meilleure forme, puisqu'il dit être fatigué et faible. S'il l'est et vu l'heure, on peut se demander qu'est-ce qui l'empêche de dormir. Il lit une vieille doctrine, son activité n'est pas intéressante, l'auteur cependant la trouve curieuse, et c'est pour lui quelque chose de précieux. Il marque un intérêt pour quelque chose qui a été oublié de tous. Il vit alors dans le passé. Il réinsiste sur sa fatigue en disant « Je donnais de la tête, presque assoupi ». On se demande alors pourquoi ne dort-il pas. Il entend frapper à sa porte. Il pense que c'est un visiteur. Mais quel visiteur irait le voir à minuit et surtout lors d'un minuit lugubre? Il nous dit alors qu'on est en décembre, et ce décembre n'est pas n'importe lequel, car il s'agit du glacial décembre. Qui irait lui rendre visite lors d'un minuit lugubre et d'un glacial décembre? Le narrateur n'attend qu'une chose, que cette nuit passe et que le matin se lève. On sait enfin pourquoi il ne dort pas et qu'il lit. Il pense qu'en lisant, sa tristesse va partir. Le narrateur ne se couchait pas, peut-être car il est insomniaque à cause de sa tristesse, et lire quelque chose était peut-être le seul moyen trouvé par le narrateur pour lui enlever le poids de sa tristesse. Il dit de suite pourquoi il est triste. Lénore est morte. Il pense que cette femme est entourée d'anges. Il y a une différence entre les gens qui la nomment car elle est parmi eux et les gens sur la terre qui ne prononceront plus jamais son nom car elle n'est plus parmi eux. Le narrateur pense alors le premier au mot jamais plus. Il entend un bruit au niveau des rideaux, et ce bruit lui apporte un sentiment nouveau. Il y a une certaine terreur. Le narrateur commence à se sentir mal, son cœur bat fort. Il sait qu'il se passe quelque chose au niveau de la fenêtre, mais pour se calmer, il a besoin de penser à un mensonge. Il essaie de se convaincre qu'il y a quelqu'un derrière la porte et qu'il s'agit d'un visiteur attardé. Il ne se pose même pas la question de qui est cette personne et de qu'est-ce qu'elle lui veut. Cependant, cette idée lui donne du courage et il peut parler. Cette fois-ci, il ne ment plus à lui-même, mais à la personne qui est hypothétiquement derrière la porte. Il lui dit qu'à cause de la fatigue et du faible bruit du toquement, il a douté du fait de la présence de la personne.
Quand il ouvre la porte, il se rend compte qu'il n'y a personne, mais il ne peut pas s'empêcher de scruter le noir. Il vérifie quelque chose qu'il sait déjà. Pire que ça, il reste longtemps devant sa porte, et il veut absolument voir quelque chose alors qu'il n'y a rien. Deux choses. Soit le bruit qu'il a entendu vers les rideaux lui fait peur et il s'auto-suggère qu'il y a quelqu'un dans le couloir pour sortir de sa chambre afin de fuir la chose ou la personne qui a fait le bruit. Soit il pense réellement que c'est Lénore sous la forme d'un fantôme qui est venu le voir et qui a toqué. L'invisibilité des fantômes ferait qu'il ne verrait personne. Il avait pourtant trouvé un moyen d'oublier Lénore pour la nuit, mais cela ne marche pas car au moins de bruit, il pense à elle. Il ne pose même pas la question pour savoir si c'est elle, il n'y a pas de point d'interrogation à la fin du Lénore, mais un point d'exclamation. Pire que cela, un écho lui répond. Mais d'où vient cet écho? Dans une maison, normalement, les échos n'existent pas. Alors, qui a prononcé ce nom? Une fois encore, il dit rien de plus, alors que justement, il y aurait des choses à ajouter. Il dit rien de plus, et pourtant quelque chose l'a ému, car il emploie les mots âme incendiée. Pourquoi son âme serait-elle incendiée puisqu'il n'y a rien? Il entend un second toquement. Sa phrase est contradictoire. Il dit qu'il veut laisser son cœur un peu se reposer, mais il semble ouvrir la fenêtre tout de suite. Il essaie de se rassurer en disant que c'est le vent, et cependant dans la même phrase il dit qu'il y a quelque chose, un mystère. En employant ces mots, il sait très bien que ce n'est pas le vent. Quand il pousse le volet, l'oiseau rentre. Il a des côtés humains. Le narrateur dit qu'il a la mine d'un lord ou d'une lady, que son maintien a de la gravité et que sa physionomie est sévère. Il lui demande son nom seigneurial. Il emploie également les mots majestueux corbeau dignes des anciens jours. On se demande pourquoi il dit ça puisque tous les corbeaux se ressemblent. Cependant, comme un animal, le corbeau n'est pas poli. Il ne salue pas, il ne s'arrête pas, il entre et il se pose là où il le veut. Le narrateur demande le nom à l'oiseau, ce qui est stupide car étant un oiseau, il ne peut pas comprendre la question et il ne peut pas répondre. Cependant, l'oiseau répond car il sait quelques mots. Cependant, le narrateur a pensé dès l'entrée de l'oiseau que cet animal n'est pas un oiseau ordinaire. Ces quelques secondes d'observation lui ont suffi pour déterminer si l'oiseau pouvait comprendre et répondre aux questions. Quelques minutes auparavant, il avait la trouille, maintenant il semble émerveillé par cet animal. Le corbeau s'est installé sur un buste, et il ne s'agit pas de n'importe quel buste, mais celui d'Athéna, qui n'est pas une personne lambda, mais qui est une déesse de la mythologie grecque. Une fois que le corbeau prononce son premier mot, le narrateur pense encore une fois tout et son contraire. Il pense que la réponse du corbeau n'a pas de sens, et pourtant à la fin on dirait qu'il admet jamais plus comme étant le nom de l'oiseau. Durant cette strophe 9, le narrateur est émerveillé. L'oiseau ne bouge pas et il se tait car le narrateur ne parle plus. Dès qu'il se remet à parler, l'oiseau lui aussi se remet à parler. Le narrateur n'a pas posé de questions et il n'a pas utilisé le tu mais le il. Mais le corbeau répond quand même. Dans cette strophe 10, le narrateur dit être triste du prochain départ de l'oiseau. Pour la première fois, l'auteur se penche sur l'avenir au lieu du présent ou du passé. Le narrateur cherche à donner du sens. La réponse du corbeau lui fait peur, mais une fois de plus, pour calmer sa peur, il se donne à lui-même des raisons. Dans un premier temps, il imagine que son maître rempli de tristesse et d'infortune ne prononçait que ces deux mots. Cette solution est hypothétique car il ne connaît rien de cet oiseau, mais cette solution a le mérite d'être ancrée dans le réel. Dans un second temps, il lui vient en tête que le corbeau pourrait parler de Lénore qui ne serait jamais plus dans ce siège. On part alors de la réalité pour entrer dans l'irréel. Comment un oiseau pourrait-il connaître Lénore puisqu'elle n'est pas dans la pièce? Comment peut-il savoir qu'elle est morte? Cette dernière solution a l'air d'être la plus tirée par les cheveux, mais pourtant c'est celle que choisit le narrateur. Ensuite, le narrateur commence à délirer. Il commence à sentir la présence des anges qu'il ne voit pas mais qu'il dit entendre les pas sur le tapis. Il pense que c'est Dieu qui a envoyé l'oiseau. Ses idées sont confuses. Il parle quelquefois de Dieu. Dieu aurait envoyé le corbeau. Quand le narrateur demande s'il pourra revoir Lénore au paradis, le narrateur doit penser que l'oiseau vient du paradis lui aussi, car sinon comment pourrait-il répondre à la question? Quelquefois, le narrateur a l'impression que cet oiseau vient plutôt de l'enfer. Il utilise des mots tentateurs, de terre ensorcelée, de démon. Ensuite, il passe du stade de la colère à un stade d'ordre, et il lui en donne beaucoup. Il lui dit rentre, retourne, ne laisse pas, laisse, quitte, arrache, précipite. Face à tous ces ordres, le corbeau
en exécute aucun, soit parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande, soit parce qu'il est décidé à rester sur ce buste. Le narrateur a peur, il essaie de donner du sens aux choses. À chaque fois, il passe de quelque chose qui pourrait être réel à quelque chose d'irréel. Il y a par exemple quand il croit qu'il y a quelqu'un à la porte, vs un fantôme qui est à sa porte. Il y a aussi quand il pense que l'oiseau a appris les mots jamais plus de la bouche de son maître, et quand il pense que l'oiseau est envoyé par un démon ou par Dieu. Le narrateur n'a pas de contrôle de lui-même, il fait tout pour oublier Lénore, mais cependant il n'y arrive pas. Il n'a pas non plus de contrôle sur les autres. Quand il dit au corbeau de partir, il ne part pas. Le corbeau est entré sans recevoir l'ordre d'entrer. Le passé, le présent et le futur ne sont pas bons. Le futur est représenté quand il pense au départ de l'oiseau. Et dans ce cas-là, il est triste. Quand il pense à la présence de l'oiseau qui va l'empêcher de s'élever, il est triste. Quand on se situe dans le présent, nous avons un oiseau lugubre et l'absence de Lénore. Quand le narrateur se rappelle le passé, il se remémore ce qu'a fait Lénore en ce temps-là, et il pense que maintenant cette femme ne peut plus le faire. Non seulement le futur est triste, mais toutes les voies, c'est-à-dire avec absence ou présence de l'oiseau, mènent à la tristesse. La tristesse semble sans fin, et il semble n'y avoir aucune solution. Plusieurs éléments sont effrayants. Nous avons une chambre quasiment dans le noir, il ne reste plus que les tisons, il n'y a pas de flamme, le couloir est noir, le narrateur est seul dans sa chambre, et il n'y a personne dans le couloir. Il reproche à l'oiseau de répéter jamais plus, or lui-même y pense souvent. À la fin des strophes, le corbeau prononce jamais plus 6 fois, et le narrateur le pense ou le dit aussi 6 fois. Comme le nom Lénore qui a semblé le revenir en écho, jamais plus semble revenir en écho. L'auteur utilise beaucoup de répétitions. Il y a une répétition dans l'idée de colère quand le narrateur répète 2 fois le même début de strophe. Il y a aussi une répétition dans l'idée de tristesse qui se répète. Le narrateur est en train de ruminer. Il y a l'idée d'un cercle dont on ne peut pas se sauver. Il y a très peu de descriptions. Nous savons qu'il y a un rideau, un siège, une porte, un vieux livre et un buste. Tout est basé sur le narrateur et le corbeau. Finalement, le poème n'apporte pas de solution. On pourrait avoir une solution si le poème couvrait un temps plus large. Ici, le poème ne fait que décrire que quelques minutes. On ne sait pas si le corbeau va partir le lendemain, si son propriétaire va le demander, ou bien si le corbeau va suivre partout le narrateur. La frayeur provient aussi de ce mot jamais plus qui est répété par l'oiseau à chaque fois que le narrateur parle. Pourtant, jamais plus pourrait être un soulagement. Si la personne pensait à quelque chose de négatif qui a lieu dans le passé, le fait que le corbeau lui répète jamais plus permettrait à la personne de penser que ce fait qui lui a fait du mal ne se renouvellera pas. Cependant, le personnage pense le contraire. Il pense que son bonheur se trouvait dans le passé, donc le fait que le corbeau répète jamais plus a quelque chose d'angoissant. Le narrateur est ambigu, il fait tout pour oublier Lénore, mais en même temps on a l'impression qu'il fait tout pour se ressouvenir. Il sait que le corbeau ne sait dire que jamais plus, et pourtant il continue à l'interroger en espérant une autre réponse qu'il sait impossible. Pourquoi le corbeau ne serait-il pas Lénore elle-même? Elle reviendrait à la maison revoir son mari. Ce serait une offre des anges de rendre au narrateur sa femme non pas sous son ancienne forme, mais sous sa nouvelle forme qui correspondrait à une réincarnation. Elle entre sans politesse comme le ferait quelqu'un qui est chez lui. Elle n'a pas envie de s'en aller car c'est chez elle et que c'est son mari. Il y a également l'absence de la peur. Un oiseau normal n'arrêterait pas de voler et de se cogner un peu partout dans la pièce. On dirait que cet oiseau connaît déjà la pièce comme cela pourrait être le cas de Lénore. On peut voir ce poème également comme un cauchemar. Au début du poème, il est dit que le narrateur est très fatigué, et on peut croire qu'il est au seuil d'un rêve. Le corbeau lui barre une à une les éventualités. Le narrateur n'a pas la possibilité de retrouver cette femme au paradis. Il n'a pas non plus la possibilité de moins souffrir. L'oiseau ne lui apporte pas un baume de Judée, et ne lui apporte pas non plus le népenthes. Finalement, cela donne une définition de la mort, qui peut être vue comme quelque chose qui a existé, mais qui n'existera jamais plus. Le poème peut également être vu comme une métaphore. Au début, la pièce est fermée, et le narrateur n'a pas encore laissé entrer le souvenir. Ensuite, il entend quelqu'un frapper. C'est le souvenir qui demande à entrer. Au lieu de le laisser à la porte, le narrateur ouvre toutes les entrées possibles. Il ouvre la porte en grand, ainsi que la fenêtre. À partir de ce moment-là, le souvenir, sous la forme de corbeau, entre et reste. Quand le corbeau restera dans la pièce et ou dans sa conscience, le narrateur ne pourra pas oublier le chagrin de la perte de la femme.
Il y a deux manières de voir. Soit le corbeau remue le couteau dans la plaie, soit il tente de faire du bien au narrateur. Le passé est le passé et ça ne sert à rien de se le remémorer. Ça ne sert à rien de chercher un moyen tel qu'il soit afin de le ramener à l'instant présent. Le mieux est de ne plus y penser car rien ne ferait revenir ce moment. Vivre dans le présent est la meilleure solution. Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux battement d'ailes, entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta pas, il n'hésita pas une minute. Mais, avec la mine d'un lord ou d'une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha sur un buste de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Il se percha, s'installa, et rien de plus. Alors cet oiseau d'ébène, par la gravité de son maintien et la sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire. Bien que ta tête, lui dis-je, soit sans huppe et sans cimier, tu n'es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux rivages de la nuit plutonienne. Le corbeau dit jamais plus.